Alors, rebonjour à tous. Donc, je suis Florence Casalis, je dirige Arc Leadership University et je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue sur ce deuxième webinaire dirigeant et numérique sur l'IA, de quoi parle-t-on? Et on voit bien que c'est un sujet toujours plus d'actualité et où tous les jours, on a des nouvelles de plus en plus alarmantes. Donc, c'était important pour nous, en tant qu'association d'éducation et institut de recherche indépendant, à destination des dirigeants, où l'on apprend, on explore, on expérimente tout à la fois, de pouvoir vous donner des clés pour justement mieux comprendre ces enjeux, avec pour objectif, au final, de la part de HLU, de préserver l'humanité face aux enjeux du XXIe siècle. Donc voilà. Amel, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Et donc voilà, l'idée, c'est effectivement aujourd'hui donc de vous en dire un tout petit peu plus sur Arc Leadership University avant de passer la parole à nos deux intervenants. Donc, comme je vous le disais, c'est une association d'éducation et un institut de recherche indépendant. Et notre mission, c'est vraiment de réussir à renouveler la culture du leadership et favoriser l'expression de l'intelligence du cœur des dirigeants en pratique. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous l'intelligence du cœur? Ça regroupe trois notions, à la fois l'intuition, à la fois le courage et à la fois effectivement l'empathie que vous retrouvez effectivement sur cette slide. Donc l'intuition, car pour nous c'est une notion forte qui permet de faire confiance et que pour les dirigeants il est nécessaire de la renforcer pour innover différemment. Le courage, c'est effectivement avoir le courage d'être soi, d'assumer ses valeurs et d'agir en conséquence. Et l'empathie, c'est effectivement nécessaire de la développer pour pouvoir créer et innover différemment. Donc voilà, ces trois notions qui pour nous sont cardinales dans cette université. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement développer dans les différents programmes qu'on organise, que ce soit un parcours pour dirigeants, que ce soit effectivement un institut de recherche que vous voyez ici, ou que ce soit effectivement un troisième volet qui est autour de l'influence avec une web série et tout un parcours autour des livres. Voilà. Sans attendre, je vais passer la parole à nos deux intervenants qui sont donc Mathieu Camus et Amal Marc. Amal, qui effectivement nous accompagne comme experte autour de toutes les dimensions de l'IA. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Mathieu, donc, qui est fondateur de Privacy Impact et expert international en cybersécurité et protection des données, et qui va pouvoir effectivement vous décrypter tous ces enjeux autour de l'IA. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Florence. Donc, je reprends la suite, effectivement, pour dérouler avec vous ces 40 minutes de discussion autour de la question de quoi parle-t-on réellement quand on s'intéresse à l'IA et qu'on a cette responsabilité de dirigeant. Donc, avant toute chose, on aimerait un petit peu sonder votre appétence et vos interrogations, questionnements et peut-être attentes en matière d'intelligence artificielle. Sentez-vous libre de vous exprimer dans la chat box. Premier positionnement, moi, l'IA, j'y comprends rien. J'en entends parler toute la journée, mais j'y comprends absolument rien. Second positionnement, je suis curieux, mais quels sont les enjeux dont personne ne parle? Il y a beaucoup de choses qui sont en visibilité, mais peut-être des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout. Troisième point, cela m'inquiète. Je pense qu'il faut s'y opposer fermement. Et quatrième positionnement, c'est qu'il y a des opportunités qu'il faudrait déployer en veillant à mettre en place des garde-fous solides. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Mathieu et moi, c'est d'avoir vraiment une conversation, un échange sur 5 points qu'on va vous développer en essayant de tenir le calendrier en 40 minutes. Donc, première question pour le dirigeant, c'est comment est-ce qu'il peut faire face et faire le tri dans toutes les solutions dont on parle tous les jours? Comment est-ce que le dirigeant doit agir face à l'intelligence artificielle? Quels sont les risques auxquels le dirigeant peut être exposé à titre individuel? Ou est-ce qu'il peut exposer ses communautés, son organisation? Quelles sont ses obligations et comment est-ce que le leadership du cœur peut constituer un élément de réponse? Donc, ce que je voulais faire avant d'entamer la discussion avec Mathieu, c'est peut-être de brosser on va dire, un espèce de panoramique du contexte actuel. Alors, ça n'a échappé à personne qu'on est sorti de mondiales qui ont arrêté le monde et qui ont eu un impact assez important sur différentes sortes de business. On a aussi, depuis 1 an, connu, vécu et assisté à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont eu des conséquences aussi de façon systémique. On assiste aussi au quotidien, et je pense que ça n'échappe à personne désormais, sur les conséquences du risque climatique,
la sécheresse qui touche Paris, puisque Paris a perdu 70% de ses réserves d'eau. C'est un réel sujet que cette critique ne va qu'en s'intensifiant. On a aussi connu quelque chose, puisque la croissance numérique ou le développement numérique est apparu comme une machine exponentielle quasiment instoppable. Malheureusement, les big tech ont démontré que ces modèles-là avaient peut-être des limites, puisqu'il y a eu des vagues de licenciements massifs, que ce soit chez Amazon, Google, Microsoft, et visiblement, ça ne fait que commencer. Des conséquences assez concrètes dans le panier moyen des consommateurs, puisque les prix ont flambé et qu'on assiste à un record également. Et encore très récemment, la faillite de SVB, donc Silicon Valley Bank, qui est le financeur en fait, des startups et du monde de la tech, et dont les conséquences en fait, sur le marché financier sont encore en train d'être discutées, et qui questionne vraiment la façon dont les dirigeants, enfin, c'est certaines questions qui sont d'être posées de façon très précise. Est-ce que c'était des erreurs de gestion? Est-ce que c'était le fait d'avoir délégué le pilotage de ce type d'organisation à des machines à des qui conduit à cette offre? Et ça pose vraiment la question de la place du dirigeant dans un monde numérique qui évolue aussi vite. Et justement, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, et plus particulièrement qui pose la question de comment naviguer dans un monde instable quand on est un dirigeant aujourd'hui, qui est donc tiraillé entre la performance de son entreprise et puis des choix qui sont justes ou des choix qui ont des conséquences. Donc, un dernier élément de contexte, et Mathieu en parlera un peu plus en détail, le sujet ChatGPT n'a échappé à personne. Il y a encore une nouvelle version de ChatGPT qui vient d'être publiée. Et comme on en discutait tout à l'heure avec Florence, ce qui paraissait naissant et en conquête de marché est aujourd'hui d'une performance qui est indiscutable. Et pose la question en fait, de toute cette révolution qui est apportée par ChatGPT et la vitesse à laquelle tout ça avance. Au même moment, il y a deux jours à peu près, le New York Times a publié un article sur l'Eldorado en fait, de l'intelligence artificielle, une espèce de course vers l'or, qui a bien été traduite par l'article publié ce matin de Café Tech, sur des investisseurs qui ont posé ce jour, qui ont posé il y a quelques jours 100 millions de dollars sur ce que Café Tech a qualifié de 4 gars et un ordinateur, mais qui sont les anciens de Google et qui ont produit une nouvelle solution dans le sillage de ChatGPT. Et on est en fait dans ce momentum où il y a quand même des paradoxes assez intéressants qui invitent à l'interrogation. D'un côté, on a des crises majeures des acteurs de la tech. On a quand même, après un an de discussion autour du métavers et de tous les projets posés par le métavers, Mark Zuckerberg qui déclare abandonner son projet et licencier 5000 collaborateurs qui étaient mobilisés sur ce qui représentait le futur de la tech. Et du même côté, on a des investissements records sur les sujets d'intelligence artificielle et des postures techno-solutionnistes qui posent à chaque problème majeur de notre société une solution technique qui peut potentiellement être portée par l'intelligence artificielle dans toute cette forme et quasiment augmenter les dirigeants aujourd'hui avec des solutions qui sont complètement inédites. Et donc, qui ouvrent un nouveau monde, un nouveau futur, des nouveaux modèles économiques, des nouvelles façons de faire, quasiment illimités, sans frontières. Et c'est ce qui a été démontré depuis le Covid, c'est-à-dire sans se déplacer partout à travers le monde de façon hyper connectée et hyper ouverte. Et que ainsi, les opportunités business seraient pour les dirigeants illimitées et évidemment source de gains économiques majeurs. Pourtant, ce qu'on va présenter tout à l'heure, c'est que ces opportunités doivent passer à l'échelle et Mathieu y reviendra. Je voulais revenir sur un élément qui est hyper important et c'est une analyse du Gartner que j'estime être suffisamment importante pour être gardée en tête comme fil rouge de la discussion qu'on va avoir. C'est que pour tout cycle technologique, il y a toujours une hype, donc un engouement, un enthousiasme démesuré et qui laisse toujours place à une déception. On le voit et on l'a vu plusieurs fois avec les vagues successives de disruption du marché avec les technologies de l'intelligence artificielle. On semble être révolutionné aujourd'hui grâce à ChatGPT. Et donc, on va continuer à observer un peu comment va se comporter cette solution sur le marché et comment est-ce que les 100 millions d'utilisateurs qui s'y sont intéressés en quelques jours vont se l'approprier prochainement. Donc, première question pour toi, Mathieu. Ravi de t'accueillir tout d'abord. Comment est-ce que les dirigeants aujourd'hui doivent faire le tri dans toutes ces solutions d'intelligence artificielle? Tu as l'impression qu'il y en a partout, qu'elles peuvent faire tout et n'importe quoi, la génération d'images à de la résolution de problèmes. Merci Amel.
Alors, le sujet de l'intelligence artificielle ou des algorithmes, donc des solutions logicielles à décision automatisée, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces comme un argument commercial. Il y a vraiment deux aspects à voir. Il y a un premier aspect qui est une tendance longue, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humain, il y a depuis 2 000 à 3 000 ans, il y a les questions qui se posent autour de la capacité physique de l'humain et de sa capacité de raisonnement. Et donc, ça découle à la fois en termes technologiques de développement d'outils qui permettent de compléter ou de remplacer la capacité physique de l'homme et également tout un développement d'outils mathématiques qui viennent appuyer les raisonnements philosophiques et la compréhension du raisonnement humain. Et donc, tout ce cheminement jusqu'au 18e, 19e siècle, ça a donné principalement, ça a fait l'objet de discussions autour de sujets mathématiques, d'où la création de l'algorithmique, mais qui restaient des objets très abstraits. Et suite à la révolution industrielle et à la puissance calculatoire qui découle depuis les efforts des 2 guerres mondiales, et c'est essentiellement issu des efforts militaires des grandes guerres mondiales, il y a eu une forte capacité calculatoire qui se dégage depuis 70 ans et le raisonnement depuis les années 1950 de se dire, voilà, comment exploiter ces machines à calculer pour imiter le raisonnement de type humain. Et donc, ça a donné lieu à déjà essayer de comprendre ce que c'est le raisonnement humain en termes concrets. Donc, il y a une certaine segmentation des différentes catégories de raisonnement, l'analyse de l'environnement, la compréhension, la définition des concepts, ce genre de choses. Et donc, depuis 70 ans, il y a une nouvelle matière scientifique qui se dégage, qui s'appelle l'intelligence artificielle et qu'on regroupe de manière très large sous ce terme-là, mais qui ne veut pas dire que les machines réfléchissent comme les humains. Non, ça reste vraiment de l'imitation, c'est-à-dire essayer à travers des processus mathématiques et grâce à des solutions d'ingénierie, essayer de reproduire des systèmes de questions-réponses, d'entrée-sortie, qui permettraient d'avoir des raisonnements similaires à ceux des humains, mais pas exactement pareils. Donc, c'est une certaine capacité d'analyse et de décision qui est apportée depuis une bonne quarantaine d'années à travers ces nouveaux outils et qui ne vont pas disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'il y a des technologies, des familles d'algorithmes qui sont devenues extrêmement performantes sur des usages très précis. Et donc, on essaye d'appliquer ces mêmes algorithmes à des usages de plus en plus larges et de plus en plus divers. Mais souvent, il y a des retours arrière lorsqu'on ne trouve pas de débouchés soit commerciaux, soit que les solutions qui sont développées ne sont pas plus efficaces que les moyens humains. Donc, il y a un effort de compréhension de ce qu'on peut faire avec tous ces outils mathématiques et ces développements technologiques. Et donc, il y a différentes matières. Il faut bien distinguer vraiment tout ce qui est de l'ordre d'essayer de simuler un comportement humain de la compréhension de notre cerveau humain, qui est une autre approche, une approche différente. Et donc, alors, si je peux... Oui. Vas-y, je te laisse finir et puis je rebondirai sur ce point précis qui est un des points saillants en fait, des discussions autour de l'intelligence artificielle. Et donc, on est vraiment sur une tendance longue, c'est-à-dire que les outils d'intelligence artificielle qui se développent, qui deviennent de plus en plus performants, vont venir nous accompagner, nous, en tant qu'êtres humains, dans nos tâches du quotidien, au même titre qu'on utilise une voiture et il y a un grand effort de compréhension à faire sur l'utilisation de ces outils. Très bien. En fait, le point sur lequel je voulais dire qui me paraît important, la course à l'intelligence artificielle, elle est illustrée très fréquemment et de façon abondante sur la capacité d'une IA à être plus performante que l'être humain. En fait, c'est ça, c'est général. Alors, ce que tu fais d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que l'IA peut être particulièrement performante sur des sujets particulièrement précis. D'ailleurs, ça fait une excellente transition avec le point d'après, puisque, pareil, on est plein d'explications de différentes technologies, on parle de machine learning, on parle de tout un tas de sujets, et ça aurait été souhaitable que tu apportes un peu de clarté en expliquant
en fait, aux personnes qui nous écoutent, les différents champs d'intelligence artificielle? Donc, les différentes approches, il y a les approches, donc toutes les techniques de machine learning. Les machine learning, on peut, donc la capacité de décision d'un algorithme d'intelligence artificielle, ça peut être une capacité de décision supervisée, où là, on va donner, par rapport à un algorithme qui est figé, là, on va faire apprendre une base de connaissances à l'algorithme et l'algorithme va retourner des résultats en fonction de ce qu'il connaît déjà. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est on va, par exemple, lui donner une photo de chat, on va lui indiquer, ça, c'est un chat. Et ensuite, on va lui donner des photos d'autres animaux, on va lui dire, ça, ce n'est pas un chat. Et l'algorithme d'intelligence artificielle, lui, va être en capacité, il va adapter ces paramètres qui sont des paramètres qui sont définis par les développeurs, les humains, qui sont choisis, des paramètres d'analyse de l'image, analyse de luminosité, analyse de variation des couleurs, ce genre de choses. Et donc, au fur et à mesure du nombre d'exemples lors de l'apprentissage de l'algorithme, l'algorithme va dire, ah, là, j'ai découvert une forme qui a des oreilles pointues, on me dit que c'est un chat, donc peut-être qu'un chat a des oreilles pointues. Et lorsqu'on va lui donner, une fois cette phase d'apprentissage terminée, lorsqu'on va donner à l'algorithme une nouvelle image qu'il ne connaîtra pas à l'avance, eh bien, il va essayer de retrouver, il va faire les mêmes opérations, il va essayer de retrouver des formes relativement similaires, une approche par couleur, ce genre de choses, et il va faire une mesure de distance entre les étiquettes qu'il connaît déjà et les étiquettes qu'il ne connaît pas. Et il va dire, bon, bah, ça, j'ai des oreilles carrées, des moustaches, ça a quatre pattes. Donc, par rapport à ma base d'apprentissage, ce que j'ai déjà appris, j'ai mis l'étiquette d'un chat. Donc, certainement, et là, ce sont des probabilités. Donc, c'est certainement un chat par rapport à ce n'est peut-être pas un chat. Et l'algorithme d'intelligence artificielle, il nous retourne un résultat et on connaît le résultat final, mais lors de son fonctionnement, il fonctionne par probabilité. Donc, il faut vraiment bien garder cela en tête, c'est-à-dire que le résultat, ce n'est pas du tout noir, tout blanc, c'est que dans l'approche statistique des outils, des algorithmes d'intelligence artificielle, ça fonctionne par des mesures de probabilité. Et donc, il y a une approche qui est non supervisée, où là, on lui donne des photos de chats et des photos d'autres animaux. On lui dit, bah, débrouille-toi, il n'y a pas d'étiquette. Et c'est à l'algorithme de construire ses propres classifications. Donc, c'est par exemple très utilisé lorsqu'on a une grande base de données, des usagers de véhicules automobiles, un certain nombre de kilomètres parcourus, avec des horaires, et on ne sait pas comment les classer. Eh bien, l'algorithme, à partir de ce grand nombre d'individus, de données, l'algorithme va construire ses propres modalités de classification et ça va peut-être nous déterminer des catégories auxquelles on n'a pas pensé. Ah tiens, il y a des conducteurs qui utilisent, certaines catégories de conducteurs qui utilisent leurs véhicules pour certains trajets durant le week-end, d'autres qui utilisent au quotidien pour certains autres trajets. Et ces outils donc dits d'intelligence artificielle sont très utiles, par exemple, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Mais ça reste des outils très, très spécialisés. Ensuite, il y a les approches dites deep learning, où là, on ne va pas donner, on ne va pas cadrer, il n'y a ni étiquette, ni cadrage du type de paramètres à utiliser, mais on va plutôt dire à l'algorithme, débrouille-toi. Et comme le champ d'exploration est beaucoup plus large, il y a besoin d'un très grand nombre d'informations, un très grand nombre de données. Et ces informations, elles sont utilisées tout d'abord à travers des outils mathématiques qu'on va donner à l'algorithme, et l'algorithme va manipuler ces outils automatiques de manière semi-indépendante, c'est-à-dire qu'il va sélectionner quels sont les choix des outils d'analyse de données qui sont les plus pertinents. C'est l'algorithme qui va faire ces choix de plus en plus complexes avec des niveaux d'abstraction. Au départ, par exemple, dans une analyse d'image ou une analyse de texte, l'algorithme va étudier les mots, et à partir des mots, il va analyser quelle est la position du mot dans la phrase et quel est le concept qui est déterminé derrière ce mot. Et il va construire des paramètres et des familles de concepts qu'il va auto-déterminer, donc il va construire ses propres catégories
Et à la fin, on va donner à cet algorithme des choix. Voilà, j'ai une question. On a donné l'exemple tout à l'heure de ChatGPT. Le ChatGPT, on va lui poser une question. Il y a un point d'interrogation à la fin. Donc là, l'algorithme va comprendre ce dont on attend de lui, c'est une réponse. Et il va chercher en quoi consiste cette question. Donc, il va chercher des mots, il va associer ces mots à des catégories, à des concepts, et par des mesures statistiques, des mesures de distance, il va essayer de sélectionner la réponse qui a le plus de probabilité possible de correspondre à la question demandée. Donc, on reste sur des outils très statistiques, et qui peuvent être évolués, alors, et avec des phases de complexité qui sont plus grandes dans la transparence et dans l'explicabilité des algorithmes. Lorsque c'est en mode supervisé, on donne les étiquettes, on maîtrise toute la chaîne. Lorsque c'est non supervisé, là, c'est l'algorithme qui va définir ses propres catégories et il faut expliquer, ben voilà, on a défini les paramètres et on va pouvoir expliquer, on a mis tel paramètre et donc c'est normal qu'il nous ressorte tel type de catégorie. Et dans l'approche deep learning qui a le vent en poupe depuis une douzaine d'années, et bien là, l'algorithme va construire ses propres catégories, y compris des catégories intermédiaires qui vont aboutir à un raisonnement final et à une décision finale. Et la Et c'est difficulté. important ce point, Mathieu, sur lequel j'aimerais que tu insistes un petit peu, parce que je pense que c'est l'élément qui crée de la confusion dans les esprits. C'est cette espèce d'illusion que la machine décide toute seule et opère toute seule et est complètement autonome. Est-ce que tu pourrais juste préciser cet élément? On a eu l'occasion d'en discuter. Alors, cet aspect, c'est parce que les algorithmes deviennent de plus en plus complexes. Ce qui s'est passé depuis une douzaine d'années, c'est qu'il y a eu les volumes de stockage de données qui sont devenus de beaucoup, beaucoup moins chers. Donc, on pouvait acheter à petit prix des très grands volumes de données, ce qui permettait de faire un très grand stockage d'informations pour alimenter des bases de connaissances. Et en parallèle, il y a eu des nouvelles techniques mathématiques qui ont exploité des ressources notamment issues des calculs de géométrie, parce que là, on reste sur des méthodes statistiques de mesure des distances. Et il y a depuis une quinzaine d'années, il y a de grands groupes technologiques, notamment pour les jeux vidéo en 3D, qui ont développé des processeurs spécialisés qui sont très performants sur ces tâches spécifiques. Et il y a eu un détournement des puissances de calcul de ces nouveaux types de processeurs pour l'utilisation justement des algorithmes de deep learning. Et on associe aujourd'hui très souvent big data et deep learning parce que les deux vont ensemble. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des outils d'intelligence artificielle. Ici, dans ce tableau, il y a les systèmes experts qui existent depuis les années 80 de manière très concrète. Comment est-ce que ça fonctionne? On met une dizaine d'experts autour d'une table, on les fait travailler sur un problème et on essaye de comprendre le raisonnement qui va aboutir à la résolution du problème. Et à partir de cette étude des experts, eh bien, on va construire un algorithme qui va essayer de simuler un raisonnement similaire. Et donc, il y a énormément d'aspects. Il n'y a pas que le deep learning, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le deep learning est très efficace parce qu'on a apporté de la puissance calculatoire associée à l'exploitation de grandes bases de données de connaissances pour l'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, le deep learning est très efficace pour de la reconnaissance d'images, pour tout ce qui va être agent conversationnel type chatbot. Sur des activités, on le répète encore, ciblées. Tout à fait. Et des tâches précises. Je te remercie pour ce panoramique. On pourrait y rester, passer encore pas mal de temps dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et illustrer, mais le temps passe. Donc, je voudrais qu'on aborde la question suivante, qui est comment est-ce que le dirigeant doit réagir face à l'intelligence artificielle? Donc, l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est un peu de classifier, alors grossièrement évidemment, les dirigeants dans 3 catégories. Donc, première catégorie qui est, on pourrait dire, la politique de l'autruche, c'est-à-dire d'essayer de vivre dans une forme de déni qui serait matérialisée par le fait que voilà, le numérique, ça ne nous concerne pas trop. Bon, ça va, on a Google, on a une boîte mail, la boîte fonctionne, tout va très bien. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour nous, on ne s'y intéresse pas. Alors que finalement, il y a plein d'usages, plein d'outils qui se glissent dans le quotidien des dirigeants et qui n'ont pas forcément conscience que c'est de l'intelligence artificielle.
On a la deuxième catégorie de dirigeants qui est plutôt basée sur la métaphore du lièvre et de la tortue, ceux qui veulent aller super vite, ceux qui veulent s'exposer parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle comme un argument concurrentiel et aussi un élément pour incarner une forme de vision innovante pour l'entreprise et donc qui n'hésitent pas à acquérir des logiciels et à expérimenter tout un tas de choses pour la meilleure performance de leur entreprise, une forme de maximisation des profits, mais aussi pour essayer d'interagir différemment avec leurs clients finaux. Et enfin, on a la troisième catégorie d'acteurs qui serait plutôt toujours dans la métaphore du lièvre et de la tortue. La tortue, c'est-à-dire une avancée lente, mais une avancée lente qui peut être soit subie, soit choisie. Alors, subie parce que, voilà, dépassée par la technologie, intéressée, mais pas forcément avec une vision précise de par où commencer. Une autre vision qui serait vraiment le personnage frileux qu'on discutait tout à l'heure. J'ai envie, mais je sais pas trop, j'ai peur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et puis, une avancée lente parce que des difficultés à débloquer des budgets ou alors des difficultés à recruter les bons profils. Ce que j'aimerais, si c'est possible pour toi, Mathieu, c'est un peu de brosser, toi qui travailles avec des acteurs de différentes tailles dans différents pays, c'est essayer de matérialiser en fait qu'est-ce que ça représente, les réactions des dirigeants au quotidien quand ils mènent leurs opérations. Alors, ces outils au quotidien, par exemple, dans nos tâches professionnelles, ces outils sont déjà fortement utilisés pour la planification des tâches et l'agencement des agendas en termes de gestion de projet. Il y a déjà des outils qui vont nous aider à définir l'état d'avancement d'un projet et à optimiser les processus. On est vraiment sur des outils d'aide à l'optimisation parce que les tâches, donc ces algorithmes qui sont développés depuis une cinquantaine d'années, ils peuvent être extrêmement performants lorsqu'il s'agit d'analyser quels sont les meilleurs choix parmi un très grand nombre de possibilités. Et c'est là où l'ordinateur peut venir en complément de l'humain, qui l'humain peut être débordé dès lors qu'il y a un très grand nombre de possibilités. Ça lui demande, ça va être extrêmement chronophage d'analyser, d'étudier une à une chacune des possibilités. Et là, l'ordinateur est très performant dans l'exécution de ces tâches. Et donc, aujourd'hui, c'est à travers un apprentissage vraiment très spécifique, par exemple, il y a l'organisation optimale d'un planning, un ordinateur va pouvoir dédier, va pouvoir optimiser les journées ou accompagner les personnes dans l'organisation de la gestion des tâches. Donc ça, c'est une première chose et il y a des outils très performants pour cela. Donc, faire la politique de l'autruche, c'est très difficile parce que ces outils vont devenir de plus en plus intéressants, ne serait-ce que dans notre quotidien, au même titre qu'aujourd'hui, par exemple, pour se déplacer, pour aller voir un client, eh bien, on va prendre sa voiture. Parfois, on ne va pas faire autrement. Mais là, dans les outils d'intelligence artificielle, il y a des solutions logicielles dans certains secteurs de métier qui sont devenus indispensables. Aujourd'hui, dans l'imagerie médicale, un chirurgien va utiliser les outils d'analyse de radiographie pour la détection de pathologies. Et donc, ce que va faire l'outil d'intelligence artificielle, ce qui va mettre en avant certaines zones qu'il aura identifiées comme des zones à risque ou pouvant présenter des pathologies, et le chirurgien va pouvoir mieux prendre sa décision. Et ça va pouvoir l'alerter sur des choses auxquelles il pourrait ne pas avoir pensé, ce genre de choses. Donc, ce sont des outils d'accompagnement. Et c'est là où il y a vraiment une limite à mettre, c'est que ça reste vraiment de l'accompagnement. Et lorsqu'on on est enthousiaste et qu'on souhaite vraiment des nouvelles technologies qu'on souhaite mettre, parce que l'IA a le vent debout et qu'on souhaite mettre à toutes les sauces, eh bien, parfois, les outils d'intelligence artificielle peuvent être contre-productifs. Ça a été le cas d'Amazon en 2018, par exemple, où là, il y avait tout un pan de sa gestion de recrutement dans ses services de ressources humaines qui était régi par des solutions logicielles pour la sélection des candidats. Et ils se sont aperçus que le logiciel
partait sur l'apprentissage des recrutements précédents et qu'il y avait une reproduction de biais de discrimination. Et qu'au contraire, l'outil était contre-productif parce qu'il devait tout vérifier par la suite, parce qu'il s'apercevait d'erreurs très grossières. Donc là, on s'aperçoit qu'à posteriori, que l'outil n'était pas si adapté que ça. Et par rapport à la tortue, c'est que effectivement, c'est très bien d'avancer lentement, de regarder autour de soi et d'avoir une position stable. Mais la difficulté d'avancer lentement dans un monde qui va de plus en plus vite, c'est de louper beaucoup d'opportunités. Alors, ce qu'on s'était dit et ce qu'on recommande, nous, c'est d'être une tortue ninja, c'est-à-dire d'être un acteur qui avance à pas maîtrisés, en ayant conscience des conséquences de ses choix, mais en étant flexible pour positionner la technologie là où elle est utile et là où elle a du sens. Donc, il y a aussi une transition qui était intéressante avec le sujet d'après, c'est la question des risques, puisque tu as commencé à évoquer la problématique du biais, qui est un des risques qui émerge systématiquement quand on parle d'intelligence artificielle. Et la question suivante, ce sont les risques auxquels le dirigeant peut être exposé à titre individuel, parce que c'est important de dire que le dirigeant porte une organisation et à grande responsabilité, un grand rôle, grande responsabilité. Et on va se poser la question ensemble de qu'est-ce que ça signifie. Alors, il y a les risques. Sujet des risques. Oui, il y a les risques justement de reproduction des biais, notamment c'est quelque chose qui émerge ces dernières semaines avec ChatGPT notamment, c'est que l'outil ChatGPT est utilisé en tant qu'outil d'analyse de texte pour de la production journalistique. Et donc, c'est un outil qui permet de discriminer, de voir si des journalistes ont utilisé ou pas ChatGPT dans la génération de leur contenu. Et il y a des journalistes qui sont très critiques et qui disent mais ça ne va pas du tout, parce que ChatGPT s'est nourri de tout ce qui était à sa disposition sur Internet, en dehors de toute considération de propriété intellectuelle, mais qui a repris notamment tous les articles journalistiques qui étaient présents jusqu'à fin 2021. Et donc, sachant qu'en tant qu'être humain, on a tous une manière d'aborder les choses, une manière de rédiger les choses, eh bien, ChatGPT a également appris, il a imité dans ses capacités de rédactionnelles, il imite certaines manières de rédiger de grands journalistes. Et donc, il y a des grands journalistes qui aujourd'hui se retrouvent incriminés en disant mais c'est pas vous qui l'avez rédigé, c'est ChatGPT. Et en fait, eux, ils ont énormément de difficultés à prouver, à démontrer la qualité de leur travail intellectuel individuel en disant mais non, pas du tout. C'est au contraire, c'est tout l'inverse. Moi, ma production, elle est originale et c'est ChatGPT qui s'inspire de ma manière de rédiger, de mon travail. Oui, il y a eu un créateur aussi qui a été accusé d'avoir plagié une IA. Donc, on arrive à une situation un peu ubuesque où c'est le monde à l'envers. Je reprends le fil de cet échange. Il y a des questions précises à te poser sur le sujet du risque et la recontextualisation en fait, du positionnement en fait, des pays européens qui sont en place dans cette course. Parce que on a beaucoup parlé de ChatGPT, on ne peut pas y échapper, de cette course génétique à la performance de l'intelligence artificielle. Et on parle très peu en fait des problématiques et des freins que ça peut soulever. Donc j'invite les participants à se saisir d'une étude qui a été publiée par Futurib et qui est de grande qualité sur les 5 murs de l'intelligence artificielle produit par Bertrand Brochway pour essayer un peu de décrypter aussi les aspects qui ne sont pas forcément mis en lumière aujourd'hui au-delà de la France. Je vais te passer la main, Mathieu, pour discuter un peu des deux risques que le dirigeant doit faire face quand il est lui-même largué, en fait. C'est-à-dire qu'il manque de compétences, il doit déléguer à des personnes qui sont peut-être compétents ou pas pour se saisir des sujets. Et puis, il a en responsabilité toutes ces communautés autour de lui qui peuvent être ses employés, ses clients finaux, ses partenaires. L'intelligence artificielle est en train d'infuser, en fait, de ruisseler à tous les niveaux. Et qui n'en est absolument pas conscience. Oui, alors c'est quelque chose qui est très difficile, très compliqué, parce qu'il y a une
il y a une volonté politique et économique de mettre en avant les outils et ces algorithmes, même dans des cas où ils ne sont pas essentiels. Et donc, il y a tout un argumentaire commercial qui va être pro-intelligence artificielle. Et c'est très, très difficile justement d'avoir un certain regard critique par rapport au déploiement de ces outils qui sont complexes, qui sont des outils qui font appel à de l'ingénierie informatique, mais qui font également appel à la compréhension des services métiers, puisque chaque type d'outil, chaque solution logicielle est dédiée à un usage très, très particulier. Donc, il faut vraiment pouvoir, et là, on rentre dans la gestion des risques, vraiment comprendre à quel moment est-ce qu'un outil d'intelligence artificielle pourrait m'être réellement utile et quels sont les potentiels impacts sur l'organisation des services. C'est-à-dire, est-ce que les tâches qui étaient dévolues à des humains, aujourd'hui, je remplace par un chatbot, par exemple un chatbot sur mon site Internet. Donc, mes usagers qui vont tomber sur mon site Internet, ils ne vont plus appeler un numéro de téléphone, ils vont directement interagir avec un agent conversationnel, mais qui, lui, est automatique. Et l'agent conversationnel, c'est à quel moment est-ce que l'agent conversationnel va être efficace ou va donner une mauvaise réponse. Et il y a une disparition du contact humain. Et donc, on peut, dans certains cas, notamment dans la relation avec les usagers notamment, à des effets, à des impacts, cette disparition du contact humain, qui sont très faiblement mesurés, en général, qui ne sont pas pris en compte. Donc, il est nécessaire de prendre en compte ces facteurs. Tout comme la possibilité en fait, qu'on te retire des options. C'est-à-dire qu'en appliquant d'une certaine façon l'intelligence artificielle et toutes les segmentations que l'outil va apprendre sur les goûts des uns et des autres, il y a des pertes d'opportunités et aussi des difficultés à pouvoir exprimer ses goûts et ses choix de façon libre. Donc, il y a vraiment une question à prendre en charge qui n'est pas systématique, mais qui peut être un usage, une dérive en fait, d'un usage abusif et non maîtrisé de l'intelligence artificielle. Et c'est Alors, c'est justement tout l'enfermement des écosystèmes lorsqu'on, dans les réseaux sociaux, on nous propose un fil d'actualité. C'est-à-dire que derrière, il y a un algorithme qui, par rapport à notre navigation précédente et à notre entourage, à toute notre liste de contacts, il va déterminer de manière automatique quels seraient les contenus qui sont les plus susceptibles de nous intéresser. Mais c'est par rapport à ce qu'il a déjà connu. Et il n'y a pas du tout d'aspect de curiosité, de spontanéité. C'est quelque chose que l'algorithme, lui, ne connaît pas. Donc, on a un risque en termes des usages de nous enfermer dans des sphères, donc dans des sphères d'information, d'accès à l'information, qui sont plus restreintes que tout ce qui pourrait nous être accessible sans l'utilisation de ces outils. Super. On va aller assez rapidement aussi sur un des derniers gros risques en fait, du monde qui se digitalise et qui, selon moi, devient aussi performant que les technologies ChatGPT et technologies d'IA, c'est-à-dire que les menaces en face, elles se diversifient et le risque cyber, il se complexifie aussi. Et je pense que plus on avance dans des modèles en fait complètement digitaux et plus ce risque a augmenté. Même si l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour contre-attaquer et défendre les murs de l'entreprise. Alors, c'est le cas aujourd'hui avec, par exemple, l'entreprise OpenAI qui a développé ChatGPT. Elle a été décriée il y a quelques années parce que ChatGPT, c'est issu d'un long travail d'expertise chez eux. Et notamment, depuis plusieurs années, ils font de la génération de contenu, notamment de contenu promotionnel. C'est leur cœur de métier. Mais leur expertise a aussi été exploitée dans la génération de fake news. Et des fake news, donc ce qu'on appelle les fake news, c'est du contenu qui part d'une base de vérité, mais qui va par la suite légèrement dévier de telle sorte à nous emmener dans des choses qui deviennent fausses. Et donc OpenAI était une société très performante dans la génération de contenu informationnel et qui a été décriée pour la génération de fake news. Et ChatGPT est aujourd'hui
un outil qui est fortement utilisé par les hackers pour simuler la manière de rédiger de certaines personnes. Dans des attaques, par exemple, dans des attaques au président, admettons, il y a des emails d'un dirigeant qui vont être récupérés. Et donc, ChatGPT va nous permettre de rédiger de nouveaux contenus à l'image de la manière de rédiger de cette personne. Et donc, on arrive à des attaques donc, par des hackers qui sont très sophistiqués et qui vont utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Je te remercie. Je pense qu'on va devoir accélérer. Il nous reste très peu de temps si on veut un peu interagir avec les participants et c'est notre souhait. Je voulais juste pointer un élément qu'on discute beaucoup avec Marlène, qui est aussi une membre de Leadership University, que malheureusement, en fait, quand on s'intéresse au risque de l'intelligence artificielle, chacun regarde la problématique à son niveau au sein de son organisation. Alors que, en fait, tout le monde, enfin, de nombreuses entreprises commencent à utiliser l'intelligence artificielle, que ça se développe dans les produits, que ça se développe dans les usages, et que du coup, les impacts peuvent être systémiques, tel effet de. On va rapidement sur l'avant-dernière question, en fait, qu'on va discuter aujourd'hui, sur les obligations, en fait, du dirigeant. Et on va essayer d'être très concis, Mathieu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des sujets en fait, réglementaires de droits humains. Oui. On a un représentant de l'ONU qui a lancé une alerte mondiale sur le risque qu'il estime être gravement problématique sur des dérives. Il y a une réglementation aujourd'hui qui se constitue, qui est discutée depuis un petit temps maintenant et qui n'a pas l'air de se simplifier. Est-ce que tu peux faire un petit update d'où on est Alors, les obligations rentrent au sein d'un ensemble d'obligations beaucoup plus large. En gros, il y a 3 gros silos. Il y a un premier silo qui va être le silo de la cybersécurité, c'est-à-dire je manipule de la donnée, comment sécuriser ces données de telle sorte à ce qu'elles ne soient pas exploitées de manière malveillante. Il y a un deuxième silo qui, lui, est plus sur l'aspect de conformité et de droits et libertés des personnes, notamment c'est tout ce qui transparaît avec le RGPD. Et là, il y a des obligations en termes de documentation et de responsabilité. Et de transparence. Moi, en tant qu'utilisateur de logiciels, je dois être transparent envers mes usagers. Donc, il y a un certain nombre d'obligations. Et là, il y a un troisième volet avec les solutions logicielles donc, qui vont utiliser des données, y compris des données à caractère personnel, mais avec un certain pan de décision automatisée. Donc, les solutions d'intelligence artificielle, où là, lorsque moi, je vais être l'utilisateur de ces solutions en tant qu'entreprise en direction de mes usagers, j'ai un devoir de transparence, mais ce qu'apporte ce nouveau règlement, c'est que l'obligation de transparence est également portée en direction des développeurs de ces outils, des distributeurs de ces outils, des intégrateurs de ces outils. Donc, il y a dans la chaîne de production des outils d'intelligence artificielle, là, tout le monde a sa part d'obligation. Sa part d'obligation, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble des risques, risques cybersécurité, risques sur les droits et les libertés des personnes, risques en termes d'usage déontologique, éthique des outils d'intelligence artificielle, donc l'utilisation des biais, etc. Donc c'est l'ensemble de ces silos, ça rentre dans une gouvernance de la donnée au sens large du terme. L'accountability, c'est-à-dire l'obligation de démontrer qu'on a identifié et pris en compte ces risques, c'est un effort de documentation à apporter. Et donc, parmi les mesures de sécurité, il faut tracer toutes les actions, d'expliquer ce qu'on a fait avec les données, comment est-ce qu'on les manipule. Tout ça, c'est un effort de transparence. Et donc, il faut que l'humain reste maître de l'utilisation de toutes ces données. Et il y a une évaluation régulière. C'est pour cette raison qu'il y a un règlement. Le règlement, il vient apporter, c'est un garde-fou qui vient apporter des limites. On n'a pas le droit d'utiliser certains aspects, certains outils d'intelligence artificielle. Et il y a des outils d'intelligence artificielle que les autorités déclarent à risque, et il y en a d'autres qu'on peut utiliser de manière beaucoup plus souple. Et ce que j'allais dire aux personnes qui nous écoutent, s'ils suivent un peu l'actualité en matière de data et de numérique, c'est censé nous rappeler un peu la discussion qu'on a déjà eue au sujet du RGPD, qui est une réglementation qui avait vocation en fait, à remettre en équilibre les pouvoirs des big tech par rapport à l'utilisation de la data. Donc, on a quand même un cadre de travail réglementaire
qui va, on va dire, encadrer la partie usage de la donnée et qu'aujourd'hui, on cherche, via une approche par les risques, à essayer de maîtriser le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle de façon large. Et c'est loin d'être abouti, selon moi. On nous montrera la suite prochainement. La dernière question, en fait, pour nous, Mathieu, c'est comment est-ce que le leadership par le cœur peut constituer un élément de réponse? Parce que comme on vient de le voir, le sujet de l'intelligence artificielle est d'abord hautement technique. Il faut d'abord comprendre la technologie. Et ensuite, c'est un vrai sujet business et ça demande une vraie étude d'opportunité. Est-ce que oui ou non, il y a un intérêt à utiliser l'intelligence artificielle? On peut même clairement dire que dans certains cas, c'est très utile pour le monde de l'entreprise, pour les tâches précises et automatisables, dès lors qu'on a mesuré les impacts sur les communautés concernées. Puis il y a des cas où ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que certaines aptitudes du cœur sont utiles pour dire non à l'intelligence artificielle? Alors, justement, mais alors, l'idée, c'est pas de dire non à tous les outils d'intelligence artificielle, mais de réussir, de se sensibiliser, de se former de manière régulière sur les nouvelles approches, les nouvelles solutions d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre, avoir un regard critique et se dire, OK, là, j'ai l'opportunité d'utiliser tel outil, je vais gagner en efficacité et avoir le courage de dire non. Là, en rapport par rapport à mes valeurs au sein de l'entreprise, par rapport à mes usages, par rapport au coût que cette solution va entraîner et les potentiels impacts en termes d'image et autres, eh bien, dire non, je préfère me passer de cette solution et rester dans un schéma plus classique. Et également, en tenant compte des aspects humains, c'est lorsqu'à chaque fois qu'on met une machine, à chaque fois qu'on ajoute un logiciel, eh bien, quelque part, on retire du lien humain. Et aujourd'hui, on le voit avec l'obligation de télétravail qu'on a eue ces dernières années, il y a quand même une nécessité de se retrouver entre les équipes pour constituer une cohésion, pour constituer également une identité interne à l'entreprise. Donc, on n'est pas que des individus isolés au sein de l'entreprise. Donc, en fait, on conclut, on en revient aux valeurs d'HLU et la boucle sera bouclée pour vraiment que le dirigeant se positionne avec, on va dire, acuité par rapport au sujet de l'intelligence artificielle. Il faudra le courage qu'il puisse dire non, l'intuition pour vérifier qu'il avance dans la bonne direction et qu'il choisit les bons usages, et de l'empathie pour toujours considérer son impact sur les communautés qui le concernent. En tout cas, cette slide conclusive, elle a vocation aussi à attirer l'attention qu'il y a un virage majeur qu'il faut prendre ou pas, et que c'est une aventure qui intéresse énormément HLU, qui souhaite vraiment poser les termes du débat public, sortir ces discussions des communautés d'experts souvent fermées, et puis rendre un peu accessible la discussion. Et tu y as contribué aujourd'hui, Mathieu, donc je te remercie. Merci. Et on peut maintenant passer aux questions des participants. S'il y en a, évidemment. Alors, c'est une première question, Mathieu, qui est intéressante. Et elle pose, est-ce que l'IA peut réfléchir différemment de nous? Alors, oui, tout à fait. Le raisonnement est différent. En introduction, j'ai indiqué qu'il y avait vraiment deux choses, c'est-à-dire que il y a une partie des domaines scientifiques de l'intelligence artificielle qui vont essayer de simuler le comportement de l'humain au plus proche, c'est-à-dire avec des neurones, parce que la biologie fonctionne de manière très différente de la technologie. Et aujourd'hui, par exemple, on commence à réfléchir à l'utilisation du blob, qui est une entité biologique, donc entre le champignon et la plante, et parce que le blob a des capacités d'adaptation et d'apprentissage propres. C'est un fonctionnement très différent du fonctionnement de l'humain, parce que dans le blob, il n'y a pas de cellules nerveuses, mais du fonctionnement de l'ordinateur qui, lui, ne résonne qu'avec des 0 et des 1 et des fonctions mathématiques. Et donc, il y a plein de manières de voir les capacités de raisonnement. L'humain raisonne d'une manière très particulière. Aujourd'hui, l'algorithmique mathématique derrière les solutions d'intelligence artificielle ne cherche pas à calquer le fonctionnement de l'humain. Il cherche à imiter, c'est-à-dire j'ai une entrée, j'ai une image
on me donne une image en entrée, et par rapport à mes expériences précédentes, par rapport à ce que je connais déjà, je vais essayer de décrire les formes dans cette image et d'associer un concept à cette image. Est-ce que c'est un chat ou pas un chat? Et l'humain fonctionne de manière très différente des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, il y a une autre question hyper intéressante de Myriam, merci. Si tout le monde utilise l'IA, à terme, est-ce que l'intelligence artificielle s'arrêtera d'apprendre? Est-ce que finalement le cycle d'apprentissage de l'IA est limité ou il est illimité? Aujourd'hui, le cycle d'apprentissage, on n'y voit pas de limite parce qu'aujourd'hui, les apprentissages de l'intelligence artificielle, en général, c'est très spécialisé. Et c'est IBM, à travers l'ordinateur dans la continuité de Deep Blue, IBM a construit un ordinateur qui était capable de répondre au jeu Jeopardy et de gagner le jeu Jeopardy aux États-Unis. Jeopardy, c'est un jeu à questions ouvertes du style question pour un champion. Et là, on n'était plus en face d'un ordinateur dont l'algorithme était dédié à une tâche spécialisée, mais il devait répondre à tout plein de questions diverses dans tout plein de domaines. Et c'est là où il a commencé la communauté scientifique s'est dit, bah, il y a de véritables applications concrètes, généralistes pour une intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité, même si ChatGPT utilise, donc il y a aujourd'hui, un disque dur, c'est à peu près de l'ordre de 1, 2, 4 Tera de données sur un disque dur. Et donc, la base de connaissances de l'apprentissage de ChatGPT, c'est en pétaoctets. C'est des dizaines, des centaines de pétaoctets. Donc, ça représente des milliers, des dizaines de milliers de disques durs pour sa base d'apprentissage. Donc, la base de connaissances de ChatGPT est énorme. Et après, l'effort calculatoire pour naviguer et définir des concepts, analyser cette base de connaissances est énorme. Donc, ça demande des supercalculateurs et une capacité d'énergie en électricité tellement énorme que seules de très, très grandes entreprises ou seuls des États peuvent On a la réaliser capacité, ouais. une telle capacité. Donc, on arrive, la tendance, c'est qu'on arrive à des sociétés de services qui ont des supercalculateurs et qui vont proposer donc des solutions logicielles, des temps de calcul pour leurs clients. Mais ça va être dans des usages très dédiés. ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Aujourd'hui, dans les applications militaires, les drones qui sont dans les opérations dans la guerre en Ukraine, par exemple, les militaires définissent des objectifs en disant tu dois détruire tel bâtiment. Ils lancent le drone et le drone qui est connecté à un GPS, lui va choisir sa trajectoire, il va identifier les potentielles menaces qu'il va rencontrer en face de lui, et il va prendre des décisions de manière autonome pour ensuite atteindre sa cible finale. Donc, c'est une autre application d'intelligence artificielle qui reste très ciblée. Mathieu, L'idée, oui. est-ce que tu peux juste finir rapidement parce qu'on a encore quelques points à apprendre Oui, d'autres personnes, s'il te plaît? pardon. Pour répondre à la Parce que question, non, on ne voit pas aujourd'hui de limites. Ce sont plus des limites techniques et purement concrètes en termes de data center, en termes de puissance de calcul, en termes d'énergie à consacrer, donc en termes de coût. Donc, quel est le coût à mettre pour un logiciel d'intelligence artificielle qui serait encore plus performant que ChatGPT, par exemple? Alors là, je vais devoir te limiter comme on limite ChatGPT à quelques phrases pour répondre aux prochaines questions afin qu'on les traite toutes. Juste un merci à François-Noël Tissot. Donc, commentaire suivant, cohérent avec la raison d'être de HLU, qualité et économie du lien au cœur, identité en question, bravo et merci. Merci François-Noël. Question suivante de Sébastien. Qu'est-ce qui nous menace le plus dans la mise en place de l'IA par les entreprises? L'intelligence artificielle ou les stupidités artificielles? Jaquette. Chatbot souriant mais ne comprenant rien, standard téléphonique insupportable qui font des boucles. On en a parlé aussi ce matin. Alors, c'est toute la difficulté de réussir à avoir un regard critique parce que les prestataires auxquels on va faire appel pour installer de telles solutions vont vendre leurs solutions. Et c'est très compliqué. Il n'y a pas de grille aujourd'hui, de grille d'analyse
de gestion des risques, en termes éthiques, déontologiques et de compréhension, de grille d'analyse, de compréhension de ces algorithmes qui est communément partagé. Il commence à y avoir des crises parce que avec le futur règlement européen, ça va être une obligation de réaliser une telle analyse. Mais chaque acteur doit concourir à la réalisation de cette analyse. C'est-à-dire chaque acteur du développeur jusqu'au prestataire qui va installer le logiciel, ils doivent être en capacité d'être transparents et d'expliquer ce que fait l'algorithme. Et Mais donc, quelles sont Mathieu, ses limites et ses biais. je pense que le vrai sujet des chatbots, et moi je rejoins vraiment Sébastien, c'est que parfois il vaut mieux qu'on nous laisse parler à un humain très vite et qu'on résolve une tâche très vite, plutôt que de prétendre avoir une plateforme d'accueil virtuelle des consommateurs en fait, qui aboutit jamais à rien, parce que souvent, dès qu'on a une demande un peu dérogatoire, le chatbot ne sait de toute façon pas la traiter. Bien, dans ce cas-là, on est face Voilà. à une entreprise qui est lièvre et qui a mal C'est fait ça. son évaluation des besoins et qui donc met en place un outil qui n'est pas adapté. Alors, j'ai plusieurs questions. J'espère qu'on pourra dépasser de quelques minutes parce que j'aimerais bien qu'on les prenne et qu'on les traite. Tu as une question de Marion et pareil, il faut vraiment qu'on puisse y répondre en une phrase, s'il te plaît, Mathieu. Marion pose la question inversement tout à l'heure de est-ce que les IA peuvent apprendre de façon illimitée? Si tous les humains utilisent de plus en plus des SIA, allons-nous voir nos capacités cognitives régresser? Et par exemple, si tous les jeunes utilisent ChatGPT pour rédiger dès le début de leurs études, sauront-ils encore structurer une réflexion? Oui, oui, c'est un vrai débat. C'est Ouais, un véritable débat. Depuis une quinzaine d'années, on le voit avec les sphères de réseaux sociaux et les nouvelles manières de communiquer. On a une modification de nos comportements. Mm. On commence à être habitué à une immédiateté des échanges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tâches au sein de l'entreprise, lorsqu'on envoie un email, on s'attend euh, très, euh, de manière naturelle à avoir la réponse au maximum dans les 2 heures. Alors Mm. qu'avant, lorsqu'on postait un courrier, la réponse auprès d'une entreprise partenaire, la réponse, on l'avait au minimum sous les 3 jours. En général, c'était une semaine de délai. Et donc, il y a un rapport au temps qui est différent et il y a un rapport également face à l'accès à la connaissance. Donc, le fait de faire confiance à, à certains canaux d'information font on s'enferme de plus en plus dans des réseaux informationnels et donc il y a un risque de Ouais. limitation justement et de biais de notre compréhension de l'environnement et du monde. Mm. Et qui vont donc se flétrir si elles sont biberonnées par du pré-mâché permanent. Je le dirais de façon un Tout peu à fait. plus provocative. On passe à la question suivante qui est aussi particulièrement intéressante de Linda, merci. Ces outils se substituent déjà à l'humain pour de nombreuses tâches. Comment les dirigeants peuvent anticiper la transformation de certains métiers et l'évolution et la transformation de l'emploi? Finalement, quelle sera la place de l'homme? Alors, effectivement, il y a un remplacement. Il y a eu il y a depuis 150 ans, on voit qu'il y a un remplacement de la force physique de l'humain par des machines. Mm. Et depuis une cinquantaine d'années, ça a été une volonté notamment de la France de dire on va être une société de service parce que la capacité du raisonnement, c'est quelque chose qui est propre et qui n'est pas, notamment le rapport avec l'humain, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. Et là, on remplace l'humain de plus en plus par des machines, ne serait-ce que les services administratifs. Il y a des choses qui sont très bien. Aujourd'hui, on a des formulaires administratifs qui sont accessibles H24 et auxquels on peut accéder même si on habite au fin fond de la campagne. On n'est pas obligé d'aller à la préfecture pour récupérer le formulaire et le compléter sur place. La difficulté, c'est qu'on n'a plus de rapport humain. Et donc, il y a une distanciation qui se fait, une distanciation des rapports humains, ne serait-ce que le rapport de l'administration avec les citoyens est très différent par rapport à il y a une vingtaine Mm. d'années. Ouais. Et Euh, donc, oui, Vas-y.
Voilà, mais j'allais Non, mais je continuer. pense que je pense que c'est une bonne conclusion. Pardonne-moi de t'avoir coupé. Il y a deux dernières questions que je voudrais vraiment traiter, pareil, très rapidement. Il y en a une que je vais prendre. De Jérôme, comment qualifier la valeur ajoutée de l'IA pour donner des pistes de décision, intégrer ou pas tel ou tel outil au leader de l'entreprise? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que se lancer dans un outil d'intelligence artificielle, on le plug et puis on le lance et puis ça marche très bien et très vite. C'est pas forcément le cas. Et en fait, il y a des études en amont qui peuvent être menées pour faire de l'étude de faisabilité, comme plein d'autres domaines technologiques, et vérifier en fait pas uniquement le retour sur investissement d'un point de vue financier, mais en fait la performance en termes de valeur de ce que ça va apporter à l'entreprise. Une meilleure efficacité opérationnelle, une accélération du traitement de certaines demandes. L'exemple le plus parlant, c'est la gestion des factures, mais il y en a plein d'autres. Donc moi, je pense que Jérôme, avant de se lancer complètement dans des déploiements, et tu peux confirmer Mathieu ou pas, il y a tout un tas d'études d'opportunités et de simulations à pouvoir faire en amont qui, justement, le dirigeant doit absolument demander avant de se lancer ou pas dans un projet d'IA. Oui, tout à fait. Et en fonction des personnes qui sont concernées par l'outil qui est susceptible d'être déployé, il faut tenir compte de tous les acteurs. Il faut tenir compte à la fois donc, en fonction des usagers, des clients, des prestataires, des collaborateurs, des différentes équipes. Et c'est notamment ça fait partie des comités éthiques et déontologiques qui apparaissent au sein des RSE. C'est-à-dire lorsque je vais à ajouter un nouvel outil, quel va être l'impact non seulement sur le fonctionnement de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, mais également sur le fonctionnement interne, sur la gouvernance interne de l'entreprise. Oui. Merci. On prend une dernière question avant de définitivement fermer cette session qui est vraiment passionnante. Mohamed, merci pour la question. En ce qui concerne l'imagerie médicale, quelle serait la responsabilité des médecins lorsque d'éventuelles erreurs de diagnostic apparaîtront? Certains médecins pourraient donner un diagnostic en précisant sous réserve. Alors, c'est très intéressant parce que je vais formuler une première réponse, si tu me permets, Mathieu, et tu pourras soit me challenger, soit compléter. En fait, l'idée d'aller vers une substitution du médecin me paraît, pour ma part, suicidaire. Et en fait, l'idée, c'est d'augmenter le médecin avec un outil qui est capable d'analyser des gros volumes d'expérience, en fait, on pourrait d'expérience de diagnostic, pour l'aider à lui à mieux formuler, en fait, son diagnostic à lui. Appuyer sur un bouton sans vérifier, pour moi, devrait être de la responsabilité du médecin. Mais en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui lorsque un médecin émet un diagnostic, c'est à la lumière de tout un tas de paramètres et il n'y a jamais, selon moi, de risque zéro. Être outillé ne réduira en rien, selon moi, ce risque d'erreur, en fait. Donc ça, c'est une proposition notamment de Google depuis plusieurs Mm. années. C'est pour tous les outils que Google propose d'analyse automatisée, mais qui ont de potentiels impacts sur les personnes. Eh bien, il y a la possibilité d'un bouton rouge et de faire un arrêt sur image et de redonner la main à un décisionnaire qui serait humain. Et donc, il y a tout donc Google documente un maximum parce que Google n'est dans ce cas-là qu'un prestataire de service. Et donc, la responsabilité est portée sur le dirigeant de l'entreprise, ça peut être le médecin, mais qui lui, va porter la responsabilité de la décision finale. Ok, et de toutes les façons, ça va dans le sens que l'intelligence artificielle ne pourra se développer sans human in the loop, c'est-à-dire un humain dans la boucle, pour être toujours le décideur final. Voilà, c'est tout l'objet du règlement européen Tout à fait. qui doit obliger le fait que l'humain reste décisionnaire. Et ben donc arrive le moment de clôturer cette séance ensemble. Nous avons un petit peu dépassé, mais c'était un plaisir parce que ça nous tenait à cœur de traiter toutes les questions posées qui étaient très intéressantes. Merci à tous pour votre participation et puis on continue ce travail avec HLU d'analyse et de débat autour des risques de dérive de l'IA. Merci à tous. Merci à vous. Merci à toi, Mathieu. Au revoir. Au revoir.